Donc, on commence la première partie de physique. En physique, si je me souviens bien, il y aura 7 parties, peut-être 8. D'accord. Donc ça, c'est physique 1. Et on commence par de l'optique géométrique. Ceci va vous rappeler a priori des souvenirs, puisque probablement vous avez vu ça très mal et très mal fait au lycée, d'accord, a priori. Donc on va essayer de revenir. Et en particulier, les choses que vous avez vues au lycée sont vraiment mal définies. Et donc il faut vraiment que vous décantiez ça pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Cette partie sera divisée en 2 chapitres, d'accord. Donc le premier chapitre s'appelle Base de l'optique géométrique et le deuxième chapitre s'appellera Optique sur les lentilles, d'accord, sur les systèmes centrés. Donc là, je l'ai appelé comment sur les questions de cours, ça dépend. Généralité, on va faire ça. Voilà. J'ai mis généralité partout, c'est ça, voilà. Alors en fait, je vais pas faire ça du tout. Donc en général, il m'arrive de changer le nom des titres, d'accord, c'est pas très très grave. En gros, les grands et les grands 2 changent, mais le pattern c'est le même. En général, c'est assez linéaire. Alors, on ne change pas en général une équipe qui gagne. Alors ça, vous allez prendre l'habitude avec M. Lévy et avec moi-même. Tout acte en sciences et en mathématiques de manière générale commence par définir le modèle qu'on utilise. Et donc, la chose la plus importante dans cette histoire, c'est toujours les définitions. Ce sera systématiquement soit le grand 1, soit le grand 1 petit 1 de n'importe quel nouveau chapitre. Et c'est pas juste par coquetterie, il est important que vous compreniez que les définitions, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'élaboration d'une compréhension scientifique. D'accord. C'est ça, en premier lieu, qui vous évite de dire des conneries. Et donc, on va parler, je scanne un peu ce qu'on va faire là. Ok, voilà. Source et rayons lumineux. Voilà. Superbe. On est parti. Oh, je peux peut-être bien le couper en deux. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la lumière, d'accord, globalement. Donc, c'est une discipline qui est extrêmement ancienne. La version de l'optique qu'on a aujourd'hui est une version très aboutie, hein, qui est le mixte entre l'électromagnétisme et l'optique géométrique, d'accord. Le modèle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le modèle cartésien, d'accord. Donc, autrement dit, le modèle corpusculaire de la lumière, d'accord, qui, comme vous allez le constater au cours de ce chapitre, ne s'intéresse absolument pas à la nature de la lumière. D'accord, ce truc existe, et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ses propriétés primitives de propagation. D'accord, grosso modo, comment ce truc-là se déplace. Je vous rappelle que c'est une source quand même étudiée depuis assez longtemps. Les miroirs, c'est quelque chose qui est connu depuis 3000 ans, hein, d'accord, il y en a plus que ça, 4000 ans a priori. Les lentilles, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps, les miroirs paraboliques aussi. D'accord. Assez curieusement, alors les lois de la réfraction ont été découvertes par les Arabes, d'accord, pillées lamentablement par Schnell et Descartes sans aucune forme de pitié, d'accord, a priori. Mais 2 siècles avant, c'était déjà trouvé par les Arabes sans aucune forme de problème, avec une version approximative de ça par Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ, donc chez les Grecs. Les lentilles, assez curieusement, ont été peu utilisées. Et en particulier, pour une raison qui m'échappe quand même beaucoup, il a fallu que ça arrive dans les mains d'un mec qui s'appelle Galilée pour qu'on décide de regarder les étoiles avec, et pas la douche de son voisin. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi, à un moment donné, tout le monde s'est dit qu'on ne pouvait pas regarder en haut avec ce truc, pourtant c'était pas mal. Donc voilà, et il s'avère en fait que c'est une discipline extrêmement importante parce que c'est cette discipline-là qui constitue la première bascule dans l'histoire de l'astronomie. Le fait qu'à un moment donné, on va observer les choses non pas avec nos yeux, mais avec des dispositifs grossissants, d'abord avec des lunettes astronomiques, des lentilles, et ensuite avec des miroirs, ce qu'on appelle les télescopes. D'accord. C'est la première grosse bascule scientifique dans cette histoire-là. Et pour information, je vous rappelle que lorsqu'on construit des lunettes astronomiques, on est capable de regarder en particulier Vénus, et que si on regarde Vénus, on voit les phases de Vénus avec une lunette astronomique, c'est extrêmement simple, et donc on peut découvrir que Vénus tourne autour du Soleil et non pas autour de la Terre, et que donc le game est un peu plié dans cette histoire. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est Vénus zibeuse, grand classique. Voilà. Donc en gros, c'est quelque chose d'assez vieux. Le modèle qu'on va voir n'est pas du tout un modèle ondulatoire, vous verrez l'électromagnétisme l'année prochaine. On en parlera un tout petit peu de longueur d'onde, de choses comme ça, mais de façon très très annexe. Alors, et donc on va faire des définitions très intuitives, très instinctives. Okay. Alors, on va d'abord commencer par ce que c'est qu'une source lumineuse. Donc en fait, on constate qu'on voit des objets. D'accord.
Donc, jusqu'à une période assez tardive dans la Grèce antique, on pensait que nous étions, à l'instar des chauves-souris, les sources de la lumière. D'accord? Autrement dit que c'est nous qui envoyons quelque chose, et le quelque chose nous répond. D'accord? Comme un sonar ou comme un radar dans cette histoire. D'accord? Donc, c'est chose qui a été, c'est ce qu'on appelle le modèle émissif de la lumière. Et ça a pour conséquence que la vitesse de la lumière est forcément infinie, parce que quand vous ouvrez les yeux, vous voyez le paysage instantanément, vous ne voyez pas le truc qui se déroule en fonction de la distance. D'accord? Il s'avère que dès Aristote, c'est considéré quand même comme très très suspect comme modèle. Enfin, on trouve ça un peu étrange parce que on voit tous la même chose et puis quand on se cache les yeux, enfin, l'objet disparaît pas. Enfin voilà, donc globalement, c'est quand même un modèle qui marche pas très bien. Et donc finalement, on a un modèle qui s'appelle intromissif. Grosso modo, c'est les objets qui émettent de la lumière, mais cette lumière se propage jusqu'à nous. D'accord? Donc la première chose qu'on va définir, c'est une source lumineuse. Et vous allez voir que la définition est pas extrêmement compliquée. En fait, une source lumineuse, c'est simplement quelque chose qui émet de la lumière. Voilà. Pas très compliqué. D'accord? Donc en fait, ça, c'est des définitions de type vocabulaire. C'est juste comment on appelle un truc qui émet de la lumière. D'accord? Plus qu'autre chose. Donc on appelle source lumineuse un objet qui émet de la lumière. Et je vais compléter ça, en fait, a priori, dans toutes les directions. Alors ça, c'est un truc extrêmement important dont on va discuter un peu. Vous êtes d'accord que, par exemple, vous voyez cet objet. Vous voyez toutes et tous cet objet. Vous voyez même cet objet si vous bougez la tête. D'accord? Autrement dit, ça signifie en fait que cet objet envoie des rayons dans toutes les directions et qu'à chaque fois que vous bougez la tête, vous interceptez un nouveau rayon. D'accord? Une nouvelle direction. Ça, c'est en fait quasiment la preuve expérimentale immédiate que ce truc-là émet de la lumière dans toutes les directions. Ce truc portant s'appelle la diffusion. En fait, si vous voyez un objet, c'est qu'il diffuse la lumière. Si un objet est clair que dans une seule direction, vous ne le voyez pas. Sauf si vous êtes pile poil dans la bonne direction. C'est le cas d'un laser, par exemple. Vous ne voyez pas un laser. Vous voyez le point d'un laser sur un mur, parce que ce point-là, lui, émet de la lumière dans toutes les directions. D'accord? Le soleil émet dans toutes les directions. D'accord? Si le soleil n'émettait que dans une seule direction, vous brûleriez sur place. D'accord? C'est bien que ce soit un peu diffus dans cette histoire-là. Et ou si un objet qui reçoit la lumière du soleil la réémettait directement comme ça dans une seule direction, bah vous avez déjà peut-être fait cette expérience avec une loupe par exemple, d'accord? Vous cramez des trucs. D'accord? En fait, disperser la lumière au fur et à mesure comme ça. Donc le fait que vous ne soyez pas ébloui par les objets quand ils sont éclairés par le soleil, c'est parce que le soleil est éblouissant, mais les objets diffusant dans toutes les directions, vous en interceptez qu'une fraction extrêmement faible. D'accord? Cette histoire-là. Donc c'est pour ça que ce truc est important. Les sources lumineuses, en fait, vont avoir deux natures propres. Soit elles émettent leur lumière elles-mêmes, d'accord? C'est le cas du soleil, c'est le cas des lampes, d'accord? Soit en fait elles émettent de la lumière par réémission de la lumière qu'elles ont reçue. C'est le cas de ce qu'on appelle les sources secondaires. C'est le cas de tous les objets que vous avez, en fait, a priori. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est juste du vocabulaire. Donc on appelle source primaire, enfin une source plus exactement dite primaire, si elle émet sa propre lumière. D'accord? Et une source est dite secondaire si la lumière qu'elle émet est une rediffusion de lumière reçue. D'accord? Donc si on parle des sources primaires naturelles, les sources primaires naturelles, c'est le soleil, majoritairement en fait toutes les sources thermiques, d'accord? Donc tous les trucs chauds. Donc le soleil, le feu, les étoiles qui sont des soleils mais version loin. Et vous n'avez pas grand-chose d'autre, d'accord? Et tout le reste, c'est des sources secondaires. Tout le monde est conscient que la Lune, par exemple, c'est une source secondaire? Oui. Qu'elle émette une rediffusion de lumière reçue. D'accord? Voilà. On est d'accord là-dessus? En tant que tel, ceci ne fait pas beaucoup de différence. Vous avez juste des rayons lumineux qui partent de ce truc-là. Voilà. Donc là, il n'y aura que des définitions. C'est normal, le paragraphe va être comme ça.
on est parti. Clac, clac. Dernière chose, alors, on va ensuite passer à la suite, mais si vous prenez par exemple une étoile, d'accord, en fait, vous avez l'impression qu'elle constitue juste un point dans ce que vous regardez, d'accord. Tout simplement, alors bien sûr, une étoile n'est pas ponctuelle, hein, d'accord, c'est un gros machin, mais comme en fait vous êtes extrêmement loin, il y a un moment donné où votre capacité oculaire à intercepter les rayons ne fait pas la différence entre quelque chose qui a une épaisseur très petite et un point qui serait concentré, tout simplement parce qu'en fait, l'intégralité des rayons est reçue que par une seule cellule, au fond de votre œil. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle le problème de la résolution, on en reparlera tout à la fin. Et donc en fait, ça nous permet de faire un modèle, d'accord, quelque chose qui n'existe pas, mais qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Je reviens au cours d'avant. C'est ce qu'on appelle le modèle de la source ponctuelle. Autrement dit, on va considérer qu'une source est ponctuelle si on peut en fait la décrire comme un point. Ça ne veut pas dire que c'est un point en vrai, mais ça veut dire qu'on est suffisamment loin pour que ces dimensions soient négligeables devant la distance à laquelle on est. Négligeable, ce qu'on vient de voir juste avant. Ok. Donc on est parti. Une source est dite ponctuelle si et seulement si elle peut être décrite comme un point. Donc, en général, on représente ça comme ça. Donc cette source peut être primaire ou secondaire, ça c'est pas du tout la question. D'accord. Mais une source ponctuelle, on représente ça comme ça. On l'appelle S comme source, voilà. Et puis cette source, alors j'avance un peu sur le cours, mais voilà, cette source émet de la lumière dans tous les sens, et vous voyez que tous les rayons partent du même point. Voilà une source ponctuelle. Voilà. Alors, là, je vais être obligé de faire un petit détour par la physique ondulatoire, mais ce sera le dernier. Lorsque vous regardez un objet, vous constatez, même si vous avez quelques petites affections, qu'il a des couleurs. D'accord ? Voilà. La couleur d'un objet, essentiellement, procède de deux choses. La façon dont nous, on perçoit la lumière. Je vous rappelle qu'on perçoit une fraction extrêmement faible du rayonnement électromagnétique. D'accord ? On rappelle qu'on perçoit que les rayonnements électromagnétiques avec les yeux, qu'entre 400 et 800 nanomètres, qu'on appelle le spectre visible. Il y a juste ça, c'est important. Il y a juste un facteur 2 entre la borne basse et la borne haute. C'est même pas un facteur 10. Vous voyez, par exemple, le Louis, entre 20 Hz et 20 kHz, il y a quand même un facteur 1000 entre la borne basse et la borne haute. Ce qui fait, par exemple, s'il y a des musiciens ou des musiciennes parmi vous, vous savez que, par exemple, on peut jouer un Do et puis un Do qui est la fréquence double au-dessus. En lumière, prenez le bleu, vous ne pouvez pas jouer le bleu à l'octave. Il est en dehors du truc. Vous ne pouvez rien faire avec la lumière. C'est vraiment extrêmement faible. Il faut bien se rendre compte qu'on a vraiment une vision très 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 restreinte du spectre électromagnétique. D'accord ? Et qui est dosé en plus, par ailleurs, on perçoit plus le milieu. Vous savez qu'on a 3 récepteurs qui se marchent les uns sur les autres en fonction des couleurs. D'accord ? Vous avez jamais, je vous montrerai ça jeudi. Vous avez tous un téléphone portable, je suppose. D'accord ? Vous avez déjà regardé un écran de téléphone portable au microscope ? D'accord ? On va vers ça. Il n'y a que 3 couleurs. Il y a vert, rouge, bleu. Et ça ne veut pas dire qu'on peut créer n'importe quelle couleur avec du vert, du rouge et du bleu. Ça, c'est faux. Par contre, ça veut dire qu'on peut tromper votre cerveau, tout simplement, parce que comme vous percevez que ça, la seule chose que vous percevez, c'est des rapports de vert, de rouge et de bleu. Donc, vous avez peut-être vu le disque de Newton en partie, où on fait tourner le truc et on fait du blanc. Ça n'a rien à voir avec de l'optique, en fait. Ça a à voir avec de la physiologie. C'est qu'on peut juste tromper votre cerveau complètement, parce que comme il voit que 3 couleurs de toute façon, faites ce que vous voulez avec ça. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça, on vous a peut-être appris qu'on peut constituer n'importe quelle couleur avec du vert, du rouge et du bleu. En vrai, c'est plutôt faux. On peut tromper n'importe quel être humain parce qu'il n'a que 3 récepteurs avec ces 3 couleurs-là. Si on avait un 4e récepteur, il faudrait une 4e couleur pour reconstituer l'intégralité de la richesse de ce qu'on voit. Okay. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et bien entendu, c'est aussi lié au spectre de la lumière, c'est-à-dire comment elle-même est composée. D'accord ? Donc c'est surtout ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une description phénoménologique, j'en suis là. Donc en fait, la couleur d'une lumière est en fait le résultat, et ça c'est important à comprendre, alors ça c'est un théorème extrêmement important en électromagnétisme, des longueurs d'onde ou des fréquences différentes ne se voient pas entre elles. Elles se superposent, mais elles ne se mélangent pas.
D'accord? Donc, est le résultat de la superposition d'un certain nombre de longueurs d'onde. Donc là, je vous renvoie au cours sur les ondes et à l'électromagnétisme l'année prochaine, je ne m'étends pas là-dessus, d'accord? Donc en fait, l'ensemble des longueurs d'onde, d'accord, cette superposition porte un nom, vous savez comment ça s'appelle? La description de toutes les longueurs d'onde qui constituent quelque chose? Le spectre, effectivement, d'accord? Cet ensemble s'appelle spectre de la lumière. Donc il faut bien comprendre qu'à peu de choses près, quand vous voyez une couleur, par exemple si vous voyez quelque chose de rouge, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du rouge, ça veut dire en fait qu'il y a du rouge et d'autres couleurs, mais que le rouge est prépondérant dans le spectre de la lumière. D'accord? Si vous voyez un truc bleu, c'est que le bleu est prépondérant. Par exemple, si vous voyez le ciel bleu, c'est parce que la diffusion du bleu est 4 fois plus importante dans le ciel, dans le bleu, que dans le rouge. Et donc majoritairement, la lumière diffusée par le ciel est bleue, et que la lumière qui reste, si vous traversez une épaisseur suffisamment importante, elle est rouge. Ça, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, le ciel est bleu et le soleil couchant rouge, c'est exactement la même origine. Vous piquez du bleu à la lumière solaire, vous éclairez le ciel avec, et il n'y a que du rouge qui reste. D'accord? Et donc, comme vous avez, partant d'un spectre qui pour vous apparaît blanc, vous avez enlevé du bleu plus que du rouge, la lumière finale vous apparaît rouge. D'accord? Et le ciel vous apparaît bleu, puisque tout ce que vous avez enlevé se retrouve dans le ciel. D'accord? Voilà. Juste pour information. Etc. etc. Et alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est un modèle beaucoup plus simple. Et en fait, comme c'est une superposition, ça c'est un truc qu'on va utiliser extrêmement souvent en physique et aussi en mathématiques. Ça s'appelle le théorème de superposition, qui est un gigantesque théorème qui retrouve à peu près tous les domaines de la science. Si vous découvrez qu'un phénomène, c'est simplement un empilement de phénomènes, il suffit juste de les empiler les uns sur les autres, alors en fait, étudiez juste un truc là, ça vous suffit. Si vous savez comment se comporte un truc, le phénomène filial, c'est juste vous rajouter des couches. D'accord? Bien sûr, c'est pas la même chose que si les trucs se voient les uns les autres, qu'il y a des interactions. Mais en fait, comme il n'y a pas d'interaction entre les diverses longueurs d'onde, si vous comprenez comment marche une longueur d'onde seule, enfin un rayon avec une longueur d'onde particulière, et ben en fait, vous savez tout faire. De même, comme vous pouvez décrire n'importe quel objet comme une succession de points infiniment rapprochés, si vous savez en fait décrire une source ponctuelle avec une seule longueur d'onde, ben vous savez tout faire. Il suffit juste après de tout empiler dans la boîte. Oui. Une question, c'est au niveau des spectres. Enfin, quand vous parlez du spectre, vous disiez que c'était rouge, vert, bleu. Et pourquoi pour la peinture d'encre, c'est rouge, vert, jaune pour faire les couleurs? Parce que c'est une histoire de la façon dont il y a le spectre additif et le spectre soustractif, d'accord. Donc en gros, si tu prends la lumière pure et que tu l'ajoutes, ça va donner du blanc à l'arrivée, parce que tu vas augmenter les intensités dans ton truc. Par contre, dans de la peinture, si tu mélanges plein de couleurs, tu vas finir par avoir en général un marron dégueulasse. Mais un truc de plus en plus foncé, c'est simplement parce que la peinture fonctionne par absorption et pas par émission. C'est juste le complémentaire en fait dans cette histoire-là. Voilà. Donc on est parti. Donc, définition suivante, on appelle lumière monochromatique une lumière constituée, une lumière dont le spectre ne contient qu'une longueur d'onde. Je reviens sur le cours précédent, ceci n'existe pas. Il n'existe pas d'onde monochromatique. Il existe des ondes avec des spectres extrêmement resserrés, on est d'accord, mais il n'existe aucune onde monochromatique. Ça, c'est un modèle. De même qu'il n'existe aucune source ponctuelle. Il n'y a pas de point qui émet de la lumière. Au minimum, ça fait la taille d'un atome. Donc, c'est pas nul, la taille d'un point. Par contre, c'est des modèles suffisants pour décrire le reste. D'accord? C'est l'idée. Donc, monochromatique, un peu d'étymologie, c'est pas compliqué. Hein. Monochromatique, une seule couleur. C'est pas, pour le coup, tout écrit dans le titre. Donc, une lumière dont le spectre ne contient qu'une longueur d'onde. D'accord? Et donc la conséquence de toute cette histoire-là, c'est qu'on va s'intéresser dans toute la suite uniquement à des sources ponctuelles, monochromatiques, autrement dit qui n'émettent que de la lumière monochromatique, parce que c'est plus simple à traiter, et si on veut traiter un truc plus compliqué, ben on empile. Tout simplement et bêtement. Donc, comme illustration du chapitre précédent, ce qu'on est en train de faire là, c'est... D'accord, ça vous donne de la matière à moudre, c'est exactement tout ce que je vous ai raconté de manière générale dans le chapitre précédent.
Donc, on ne s'intéresse dans la suite qu'à des sources ponctuelles monochromatiques. Là, peut-être la meilleure vision de ça, ça serait un laser qui éclaire une surface blanche. Voilà, si vous voulez. Donc le laser en tant que tel est une source ponctuelle monochromatique, mais elle est monodirectionnelle aussi, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc vous prenez une surface blanche diffusante, un écran là-bas, vous éclairez avec du laser dessus. Le point que vous voyez, c'est probablement une des meilleures visualisations d'une source ponctuelle monochromatique. C'est un truc rouge, en un truc qui est suffisamment petit pour qu'on puisse considérer que c'est un point. D'accord ? Voilà. C'est pas extrêmement compliqué. C'est beaucoup de mots de vocabulaire pour un concept qui est pas foufou dans cette histoire. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Alors, il s'avère que, comme l'optique a majoritairement été développée pour comprendre des phénomènes de type astronomique, ce modèle-là a un intérêt extrêmement fort, en particulier parce que dès qu'un objet est très très loin, il va au minimum pouvoir être décrit comme une source ponctuelle. Le caractère monochromatique est beaucoup plus discutable, heureusement d'ailleurs, parce qu'en astronomie, en fait, le spectro, ça a vraiment un sens. Okay, mais globalement, toute l'histoire de ponctuel, c'est vraiment un truc important, et donc on va pouvoir commencer à définir un certain nombre de propriétés géométriques. D'accord ? Donc on va regarder ici, et donc je vais parler là de diamètre, de diamètre angulaire. Donc c'est le dernier passage par quelque chose qui ne sera pas ponctuel, et on va regarder un peu comment ça se passe. Donc, soit un objet de taille t, d'accord, voilà, à une distance d d'un observateur. Alors, je vais mettre entre parenthèses un truc dont on va discuter un tout petit peu. Et cet observateur, je vais le supposer ponctuel. Alors bien sûr, vous vous offusquez, vous n'êtes pas des points, enfin c'est quoi cette histoire, voilà, ça commence le harcèlement, d'accord ? Alors en fait, quand je dis qu'en tant qu'observateur, vous êtes un observateur ponctuel, de quoi je parle en fait ? Vous parlez, ouais. Vous allez recevoir en tout... Alors vous allez recevoir un rayon avec quoi surtout déjà ? Avec vos yeux, d'accord ? Et en particulier avec votre pupille. D'accord ? Il n'y a que la pupille qui reçoit des rayons lumineux. On est d'accord là-dessus ? Vous voyez que cet objet, même s'il fait nuit, est un objet quand même très petit. D'accord ? Au maximum, si vous êtes habitué à l'obscurité, que vous êtes dans une nuit sans lune et que vous avez vraiment regarder la Voie lactée dans un endroit sans pollution lumineuse, votre pupille fait aller 1 cm de diamètre au max, quoi. Puis là, voilà, bien éclaté, d'accord ? Et puis en général, en lumière normale, votre pupille fait quelques millimètres de diamètre. Alors, vu la définition d'un rayon lumineux, ça ne veut pas dire que vous pouvez recevoir qu'un seul rayon lumineux. Par contre, ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. La taille de votre pupille est négligeable dès que, grosso modo, vous observez un objet à quelques mètres de vous. Là, je ne parle pas de trucs à des années-lumière. Je parle juste du fait que, voilà, vous observez un objet à quelques mètres. Et globalement, en fait, vous pouvez considérer que votre pupille a une taille qui est négligeable devant la distance, très petite. D'accord ? D'où le fait que je vais pouvoir la décrire comme chose de ponctuel. D'accord ? Et en fait, il n'y aura pas de différence entre votre pupille qui reçoit plein de rayons et d'une certaine façon une pupille qui recevrait un rayon plus puissant, d'accord, plus intense, dans la description du modèle. En tout cas, on ne perd pas beaucoup d'informations en faisant ça. C'est ça, cette histoire de considérer que l'observateur est ponctuel. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on a 2 yeux, machin truc et tout, etc., etc. Même punition si vous faites un truc très grand, la distance entre vos 2 yeux, c'est quelques centimètres, on est d'accord, 5 cm, 10, allez à la louche, voilà. Dès que vous regardez quelque chose à plus de 20 mètres, la distance entre vos 2 yeux, d'accord, vous ne les voyez pas. Je vous rappelle que le fait que vous ayez 2 yeux, ça sert à faire de la perspective et de la profondeur, et ça marche à quelques mètres. Après, vous voyez grosso modo à peu près la même chose. On est d'accord là-dessus ? D'où cette approximation-là, et ce modèle particulier, sur lequel on peut estimer qu'on ne perd pas grand-chose. Donc je vais faire un petit dessin, et ça c'est la troisième chose. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font la photo ? La photographie, un peu, juste, voilà. Vous avez déjà pris des photos, je suppose, quand même. Vous avez tous des appareils photo dans votre poche, d'accord ?
En fait, quand vous regardez le monde, quand vous prenez un appareil photo, en fait, vous découpez le monde en tranches, d'accord? Ça, par contre, s'appelle la profondeur de champ. Et ce qui compte, en fait, c'est simplement la distance du plan par rapport à la direction de visée. En gros, en fait, quand vous regardez le monde, vous ne voyez pas d'objet en profondeur. Vous voyez juste une succession de plans. Et vous réinterprétez le monde derrière en disant, bah ça, là, il y a un bout que je vois pas, donc il doit être derrière, il doit être devant, vous comparez les tailles, d'accord? Et vous arrivez à ordonner les objets. Et donc, en fait, mon objet de taille T, vous voyez que c'est un truc bizarre de taille T. Ça veut dire quoi? De taille T dans quel sens? La profondeur, c'est la longueur, le machin truc et tout. En fait, ce qui va compter, c'est ce truc-là. C'est pour ça que j'ai fait un dessin. Donc, j'ai mon observateur ici, d'accord? Ça, c'est mon observateur. Et mon objet de taille T, il est comme ça. Je vais le considérer comme plan. Alors ça vous semble peut-être bizarre, mais en fait, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez la Lune, vous pouvez largement la décrire comme un cylindre. D'accord? Personne parmi vous voit le caractère sphérique de la Lune quand vous la regardez. Vous voyez juste un cylindre, comme ça. D'accord? Si vous voulez vous convaincre que c'est une sphère, vous n'avez pas de peau, parce que la Lune ne tourne pas sur elle-même vue d'un observateur terrestre. C'est con, mais c'est comme ça. Alors si un peu sur les bords, si vraiment vous avez du que ça à foutre de vos nuits, d'accord? Mais globalement, sinon j'en sais une raison pour lesquelles les Grecs au départ pensaient que tout ceci était cylindrique. Parce que manifestement, ça a l'air d'être un magnifique cylindre. Voilà, tout comme ça. On est d'accord? Mais tout ceci a l'air très plat quand même. Il faut un télescope pour commencer à voir les reliefs sur la Lune. Et en vrai, vous ne voyez pas les reliefs, vous voyez les ombres des reliefs sur la Lune et vous vous dites, ah, donc, ce truc-là n'est pas plat. C'est tout. D'accord? Et ensuite, bon, les phases de la Lune vous indiquent que c'est sphérique probablement, parce que c'était plat, donc ça serait tout le temps éclairé pareil, ou pas éclairé. Ça, c'est une autre conversation. On est d'accord là-dessus, sur ce truc-là? Et donc, en fait, ce que j'appelle la distance à l'objet, c'est ça. Vous voyez pareil que là, il y a un problème. C'est que la distance à l'objet, ça pourrait être aussi cette distance-là, et un peu de trigonométrie vous montre que c'est pas la même, c'est plus grand. D'accord? Mais factuellement, si vous avez l'objet suffisamment loin pour pouvoir considérer ce truc-là comme petit, d'accord, et que l'objet n'est pas infiniment grand, on va pouvoir dire que la distance à l'objet, c'est ça. C'est un concept qu'on utilisera très souvent. D'accord? La distance perpendiculaire, en fait, donc quand on dit la distance minimale entre l'objet et votre œil. Bien, une fois qu'on a raconté ça, on va pouvoir faire un peu de boulot. Donc, on définit le diamètre angulaire d'un objet par le demi-angle, par l'angle, pardon, alpha, sous lequel est vu l'objet. Alors, je vais faire un dessin, ce sera beaucoup plus clair. Donc, l'angle alpha, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le diamètre angulaire d'un objet. Le mot est un peu mauvais, d'accord? Quelle est l'unité du diamètre angulaire? Quelle est l'unité standard du diamètre angulaire? Le radian, d'accord? Alpha étant radian. Donc quand je dis alpha étant radian, je vous donne en fait l'unité standard. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'exprimer en degrés, etc., etc. Mais on l'exprime en radian, en unité standard, d'accord? Donc c'est un angle. Donc méfiez-vous, on parle de diamètre angulaire, mais c'est pas une distance, d'accord? D'où le mot angulaire derrière. Alors, ce concept-là, si vous n'avez jamais fait d'astronomie, vous semble peut-être un peu bizarre. Pourquoi on décrit la taille d'un objet par quelque chose qui est un angle? Et en fait, par contre, si vous avez déjà vu une éclipse dans votre vie, d'accord? Vous savez que le Soleil et la Lune, ça fait la même taille. En fait, si vous réfléchissez à cette phrase, le Soleil et la Lune font la même taille, il y a des gens dans la salle qui seront d'accord, et des gens dans la salle qui ne seront pas d'accord, et vous avez probablement tout à fait raison. Ça dépend de quoi on parle. Si vous parlez de la taille réelle, la distance, le diamètre, le Soleil et la Lune font absolument pas la même taille. D'accord? Le Soleil est 100 000 fois plus grand que la Terre, donc 300 000 fois plus grand que la Lune, à peu de choses près. C'est juste monstrueusement plus gros par rapport à la Lune. Par contre, si vous les regardez dans le ciel, eh bien, ils font la même taille. Parce qu'ils font en fait le même diamètre angulaire. Autrement dit, par coïncidence, le Soleil était une distance telle qu'elle compense son augmentation de taille par rapport à la Lune. Ouais. C'est quoi par l'angle alpha? Sous lequel est vu l'objet. On est d'accord là-dessus? Vous comprenez cette histoire? Donc, quand quelqu'un vous dit que le Soleil et la Lune font la même taille, et qu'il dit pas n'importe quoi, ça veut dire que grosso modo, ils font le même diamètre angulaire. D'accord? Je vais donner un exemple. Donc, je vais vous le donner. Hein. Donc, par exemple, alpha... Alors, pardon, il y a les unités avant.
On utilise aussi, alors, les 3 unités importantes que vous devez connaître. Le degré, tel que 360 degrés soit égal à 2pi radians. Ça, vous le saviez déjà, a priori. D'accord. On fera des cours de géométrie pour expliquer, pour essayer de comprendre ça. D'accord. La minute d'arc, telle que 1 minute, c'est égal à 1 degré sur 60, pardon, qui est l'origine de la minute temporelle. D'accord. Et bien entendu, la seconde d'arc, telle que 1 seconde, que ce soit 1 minute divisé par 60. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, la Lune a un diamètre angulaire de 32 minutes d'arc. Voilà. 32 soixantièmes de degré, si vous préférez. Vous pouvez la calculer en radians, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Donc, c'est des définitions que vous connaissez presque. D'accord. Le 1 soixantième et le 1 soixantième à chaque fois. Sauf que ce n'est pas des minutes d'arc, c'est des... Vous avez un problème manifestement. Parlez-moi. Minutes, secondes, un petit n, 2 n. Voilà. Donc 32 minutes d'arc pour la Lune. Vous n'êtes pas censé le savoir par cœur, mais ça vous donne un exemple de ça. Alors bien entendu, il existe une relation entre alpha, t et d, d'accord. Puisque vous avez appris vos formules de trigo pour hier, vous pouvez la trouver relativement facilement, d'accord. On a bien évidemment le fait que tangente de alpha sur 2, c'est égal à t sur 2d. D'accord. Alors ce que je fais, c'est que j'applique la trigonométrie dans le demi-triangle, en fait, d'accord. Je coupe ça en deux, d'accord. Ça me fait un magnifique triangle rectangle ici. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc voilà. Oui. Ce chapitre, est-ce que c'est utile de connaître la lunette astronomique? La Lune est quoi? La lunette astronomique. Non, bah, ça va venir. On va l'étudier. Vous n'avez besoin de rien connaître. On va tout refaire de ce que vous avez besoin de savoir. D'accord. Tout le monde est d'accord avec cette relation-là? D'accord. J'ai juste pris le triangle rectangle du dessus ou du dessous, c'est la même chose. D'accord. Ça coupe le truc en deux. Voilà. Alors, si D est très grand devant T, d'accord, autrement dit, si l'objet est loin devant sa taille, d'accord, on a le fait que alpha va être très petit devant 1. D'accord. Vous comprenez ça, géométriquement? Si vous prenez ce truc-là et vous le tirez très très loin, l'angle au fur et à mesure descend, d'accord, il va finir par devenir très petit devant 1. Cette histoire-là. Pour marquer, je ne mets pas un radian ici, parce que c'est une unité standard, mais les radians, c'est une des rares unités sans dimension. C'est sans dimension, les angles. La preuve, vous pouvez faire cosinus d'un angle, ça marche bien. Donc il existe des unités sans dimension, les radians, c'est la première. Oui. C'est la minute. D'arc. D'arc, d'accord. On est parti. Et ça, vous savez peut-être ça. Vous avez peut-être appris ça un jour. Si vous avez un angle petit, tangente alpha est égal à, et sinus alpha par ailleurs sont tous deux assimilables à l'angle qui est à l'intérieur. Attention, alpha doit être en radian si vous faites ça. D'accord. S'il est en degré, ça ne marche pas. D'accord. Vous pouvez tester à la calculatrice, ça marche très bien. Pour le coup, ça vient du fait que sinus... Alors, je fais des petits apartés comme ça si vous voulez comprendre les maths sur le sujet. Je vais le faire là. Ça vient du fait que vous avez toutes et tous la tête de tangente. Je sais que la réponse est non, mais... c'est comme ça, d'accord. Et la tête de sinus, c'est comme ça. D'accord. Voilà. En fait, ça vient du fait que ici, là, ces deux courbes, c'est les mêmes que celle-là. Sinus, d'ailleurs, c'est pas comme ça. Sinus, c'est n'importe quoi. On évite de dire les conneries, ça serait bien. Voilà, sinus, c'est comme ça. Voilà. En fait, ici, en voisinage de 0, sinus, tangente, et la droite Y et la X se ressemblent énormément quand vous zoomez. D'accord. D'où le fait que vous pouvez en fait assimiler, quand les angles sont petits, tangente et sinus à X, puisque les trois courbes en fait sont littéralement les mêmes si vous zoomez autour de 0. On est d'accord là-dessus?
Alors ça marche très très bien pour une raison très simple, c'est que les radians sont des grandes unités. D'accord? En particulier à cause de ce facteur 180 qui se balade ici. Donc en fait, ça paraît pas, mais faut bien se rendre compte. Un radian, d'accord? Ok? C'est un tiers de demi-tour, quoi. Un demi-tour, c'est 3 radians, à peu de choses près. D'accord? Donc un radian, c'est un angle relativement considérable quand même. C'est à peu près pi sur 3. C'est à peu près 60 degrés. C'est un bel angle, d'accord? En astronomie, on parle d'objets qui se mesurent en minutes d'arc, c'est-à-dire en 60e de degré. D'accord? Autrement dit, grosso modo, à des 2 millièmes de radian. Donc en fait, dès qu'on parle d'objets astronomiques, les angles en radians sont très très petits. Toujours. Y compris pour des objets extrêmement près comme la Lune. Je dis extrêmement près au sens par rapport aux étoiles. D'accord? Donc cette approximation-là sera en général tout le temps valide dès que vous avez des objets pas trop loin. D'accord? Donc là, nous qu'un radian, c'est beaucoup, hein, c'est un gros angle. Une fois qu'on a raconté ça, ça signifie que je vais pouvoir avoir la formule qui m'intéresse. Vous voyez que celle là-bas n'est pas en orange. Donc en fait, on peut avoir une relation. Vous voyez que si je fais ça, je vais pouvoir diviser, enfin multiplier par 2 de chaque côté. D'accord? Et donc je me retrouve avec un truc extrêmement important, c'est que alpha, c'est égal à t sur d. Autrement dit, le diamètre angulaire en radian est égal tout simplement au rapport entre la taille de l'objet et la distance. D'accord? Donc, si t est suffisamment petit devant d, et bien sûr si alpha est en radian. Là on a tout. T et d peuvent être dans les unités que vous voulez, à partir du moment où c'est la même unité. D'accord? Chut. Voilà. Alors, là, je vais devoir faire un petit détour par quelque chose d'extrêmement important. Je vais reprendre mon dessin ici, je vais enlever les objets. D'accord? Voilà. Je prends mon objet ici, hein, je vous rappelle qu'il y a toujours une taille t, d'accord, et mon observateur qui est ici. On va changer de point de vue un tout petit peu, d'accord? Je vais regarder tous les rayons qui sont émis par ce point-là et tous les rayons qui sont émis par ce point-là. D'accord? Vous voyez que ce truc-là émet des rayons a priori dans toutes les directions. On peut d'ailleurs considérer que cette extrémité-là, en fait, est... Tu vois le bleu comme ça? C'est bon. Okay. Est une source ponctuelle de la couleur de l'objet. C'est forcément monochromatique, d'accord? Donc là, c'est ça. On est d'accord là-dessus? Voilà. Pareil, ici, je peux prendre celui-là, voilà, et les mettre dans toutes les directions comme ça. Ah, c'est le rouge, tu m'as dit que tu n'aimais pas. Ok. Orange, pas un problème. Je vais en faire. D'accord? Voilà. Vous voyez que donc chacun de ces points, et bien sûr je peux faire ça pour l'intégralité des points de l'objet, hein, c'est pas un problème. C'est les points extrêmes qui m'intéressent pour l'instant. Chacun de ces points va émettre une infinité de rayons dans toutes les directions, mais il y en a deux hyper particuliers, non pas du point de vue de l'objet, mais du point de vue de l'observateur. D'accord? Donc l'observateur est ici, en fait, il n'y a que deux rayons que l'observateur va intercepter parce que l'observateur est considéré comme ponctuel. Donc grosso modo, vous allez avoir un rayon, par exemple, qui va passer là. Bah, celui-là, il ne le voit pas. Mais vous allez avoir un rayon ici, qui arrive là. Et pareil pour les trucs du bas, vous allez avoir un rayon qui va arriver ici. Si vous avez suivi tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent, quel est l'angle entre ces deux rayons? C'est effectivement le diamètre angulaire. D'accord? Donc en gros, le diamètre angulaire, ça c'est un truc important à comprendre, ne caractérise pas l'objet. Il caractérise beaucoup plus l'observateur. Autrement dit, le diamètre angulaire ne dépend pas de l'objet. Il dépend essentiellement de l'objet et de la façon dont on le regarde. Si vous regardez la Lune sur Terre et que vous vous approchez de la moitié de la distance Terre-Lune, vous avez pu voir le même diamètre angulaire, simplement parce que vous aurez changé la distance. D'accord? Donc en gros, en fait, alpha est constitué des deux rayons extrêmes de l'objet reçus par l'observateur. D'accord? Ça va être extrêmement important pour la suite. Je garde ça dans un petit chapeau. Et on va pouvoir commencer à parler du concept le plus important, en fait, dont je parle depuis 5 minutes. C'est le petit 3, c'est ça? Vous êtes les garants du plan. Voilà, moi j'oublie les numéros. C'est petit 3, ça. Voilà, petit 3.
rayon et faisceau. Voilà. Alors, le mot rayon, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé extrêmement régulièrement. D'accord ? Donc, en fait, un rayon lumineux, c'est tout simplement une portion qu'on va qualifier. Alors, il y a plusieurs façons de définir ça. Un rayon lumineux, c'est simplement une portion unidimensionnelle parcourue par la lumière. D'accord ? Donc, c'est pas forcément tout droit, par ailleurs. Là, vous voyez que je fais que des dessins tout droits pour une raison que vous connaissez probablement, c'est que la lumière a tendance à se propager en ligne droite quand on la fait pas trop chier. D'accord ? Voilà. Mais a priori, la lumière pouvant se propager de façon courbe, dans le virage, avec le miroir, etc., avoir des rayons lumineux qui ne sont pas forcément tout droits. D'accord ? Donc, un rayon lumineux, c'est un modèle. Pareil, ça n'existe pas. Un rayon lumineux, en fait, c'est une portion de lumière qu'on va considérer comme unidimensionnelle. Autrement dit, dont l'épaisseur, dans toutes les dimensions, va être nulle. Okay ? La meilleure représentation que vous pouvez avoir d'un rayon lumineux, c'est un laser. Mais pareil, un laser, ça n'a pas un diamètre nul. C'est un diamètre que vous pouvez considérer comme très petit, mais c'est pas nul. Encore une fois, voilà un nouveau modèle. Mais pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, si vous avez déjà fait du gribouillage quand vous étiez petit, vous savez qu'en fait, on peut remplir l'intégralité de l'espace en faisant des traits suffisamment près les uns des autres. Donc si je prends une infinité de rayons lumineux suffisamment près les uns des autres, j'ai réussi à colorier un truc complet. Donc c'est encore une fois le théorème de superposition qu'on applique ici. On prend un objet hyper facile à manipuler, et on sait qu'on peut recouvrir l'espace en multipliant ça et en superposant ça sans aucune forme de problème. Donc ça va être ma définition ici. Donc on appelle rayon lumineux une portion unidimensionnelle parcourue par la lumière. Et donc il y a un commentaire sur le sujet. Ce rayon lumineux, il est orienté dans le sens de propagation. Autrement dit, de la source vers l'infini au-delà, pour paraphraser un gros célèbre. Donc un rayon lumineux, beaucoup de phrases pour dire un truc très simple, ça pourrait être ça. Voilà un rayon lumineux. Ok. Voilà la bête. Donc là, c'est un rayon lumineux à qui on a fait subir pas mal de misère au passage. D'accord ? Il a croisé une lentille, il a croisé un phénomène de mirage, il a croisé une lentille gravitationnelle, voilà, il s'est passé des trucs. Donc, pour l'instant, et de manière générale, on ne va pas parler de ça, on expliquera pourquoi après, mais en général, ces rayons sont rectilignes. Et donc, un rayon lumineux, ça va ressembler à ça. D'accord ? Vous faites la différence entre rectiligne et unidimensionnel avec ces dessins-là ? Unidimensionnel, c'est n'importe quelle courbe. Rectiligne, c'est tout droit, quoi. On est au clair sur le modèle du rayon lumineux ? Voilà. C'est quasiment le plus dur. Encore une fois, si vous voulez imaginer ce que c'est qu'un rayon lumineux, un rayon laser, c'est ça. C'est un rayon lumineux. D'accord ? Vous pouvez... Alors, cette idée de rayon lumineux, elle ne vient pas forcément dans un esprit très abstrait. C'est des choses que vous pouvez voir assez facilement en particulier, le côté hyper net. Par exemple, si vous êtes dans une pièce noire, enfin pas éclairée, et que vous voyez le soleil qui passe à travers une porte qui est un peu ouverte, vous voyez littéralement quelque chose de très découpé. Vous voyez l'ombre du soleil comme ça qui fait une trace. Vous pouvez voir aussi quand il y a des éclaircies au loin avec des trous dans les nuages, vous voyez vraiment littéralement des trucs qui vont tout droit comme ça. Donc l'idée de décrire ça comme des demi-droites qui partent de la source, c'est pas complètement absurde. D'accord ? C'est un truc qui procède essentiellement de l'observation de comment la lumière se comporte. Une fois qu'on a raconté ça, ce qui était quasiment le truc conceptuel le plus compliqué, oui, ça va, c'est bon jusque-là, c'est pas mortel, je suis pas en train de vous tuer. C'est bon, profitez-en. Voilà. Une fois que vous avez défini un rayon, en fait, si vous en mettez plusieurs dans une zone de l'espace, en général une infinité, vous allez constituer ce qu'on appelle un faisceau. Quand il y a plein de rayons, une grosse zone de l'espace recouverte de lumière, ça s'appelle un faisceau. D'accord ? Donc un faisceau, c'est simplement un truc avec de la lumière, mais qui est orienté par plein de rayons. C'est ça. Donc ensuite, on appelle faisceau une zone de l'espace
constitué d'une infinité de rayons. Alors, un faisceau peut avoir une gueule particulièrement dégueulasse, d'accord? Voilà, je mets plein de rayons comme ça, je sais pas, je leur fais des trucs, voilà. Ça, en général, ça va à peu près la même direction si ça provient de la même source, mais ça peut être un peu dégueulasse. Voilà, un faisceau, c'est ça, quoi. Voilà. Tout ça, là, il y a des rayons dedans qui se promènent, voilà. Ça, c'est un faisceau. Alors, bien entendu, cet objet est beaucoup trop dégueulasse, donc ce qui va nous intéresser, c'est de caractériser des faisceaux particuliers, des faisceaux qui sont sympas, d'accord? Il en existe en fait 3, d'accord? Et donc, on va regarder comment ça se passe. Mais souvenez-vous qu'en général, un faisceau, c'est un truc pas beau, quoi, d'accord? C'est juste une forme géométrique un peu particulière qui va dépendre de tous les accidents qu'a subi la lumière avant d'arriver dans cette zone-là. Oui. Une zone de l'espace constituée, avec un E, ça serait mieux par ailleurs, d'une infinité de rayons. Voilà. Alors, on distingue alors, il y en a 3. Vous avez peut-être déjà vu ça. Vous voyez ça en terminale, les natures de faisceaux? Je ne sais pas jusqu'à où. Vous allez voir que ça ne va pas vous tuer. Donc, les faisceaux convergents, où tous les rayons pointent vers le même point. Oh, il manque un bout. Non, c'est bon, je l'ai fait comme ça. D'accord, pas de problème. Ah, il manque un bout là. Non, si, il manque des bouts. Ah, stop. Bon, c'est pas grave, vous retrouvez vos petits. Mais il va falloir que je fasse quelque chose. Ah oui, mais non. Stop. Je réfléchis à est-ce que je fais un truc intelligent. Ouais, non, c'est pas grave. C'est bon, vous retrouvez vos petits. Vous imaginez très bien le dessin de ce truc-là? Globalement, hein, vous avez des faisceaux, des rayons comme ça, d'accord? Et puis, majoritairement, ils semblent aller, ils vont pas forcément par ailleurs, mais en tout cas, ils semblent aller tous vers le même point, d'accord? C'est ce qu'on appelle un faisceau convergent. Voilà. Ça va? Rien de méchant? Tout va bien? Voilà. À votre avis, quelle est la définition suivante? Ouais. Faisceau divergent où tous les rayons partent du même point ou semblent partir du même point. Donc, on appelle faisceau divergent. Enfin, plutôt, oui, on distingue, pardon, faut que je. Voilà, pardon. Deuxième point, les faisceaux divergents où tous les rayons partent d'un même point. Donc voilà, comme ça, tranquillement. On fait faire la même chose. Alors vous voyez qu'un faisceau convergent, si vous ne l'arrêtez pas, va se transformer en faisceau divergent. D'accord? C'est vraiment une vue de l'esprit, ça dépend de ce que vous êtes en train de regarder comme portion de l'espace. C'est bon, si vous sectionnez les choses. Okay. Et là, ça c'est extrêmement important. D'accord? Donc je vais attendre que tout le monde soit au rendez-vous. D'accord? Je sais que c'est beaucoup d'écriture, ça, vous n'avez pas trop mal au poignet. Il va falloir vous habituer. Ouais. Donc une source ponctuelle émet toujours un faisceau divergent. Voilà, toute source ponctuelle émet un faisceau divergent. Voilà. Ça c'est... Et donc chaque point d'un objet émet des faisceaux divergents. Ça c'est vraiment le truc de base. Ce qui m'intéresse, c'est le modèle maintenant. D'accord? Imaginons que je prenne mon faisceau convergent ici. D'accord? Tout va bien? Je prends le point de convergence là et je l'emmène de plus en plus loin. Qu'est-ce qui va se passer avec mes rayons? Ouais. Ils vont se rapprocher, d'accord? Mais si j'ai des rayons qui vont dans toutes les directions, oui, effectivement, ils vont se rapprocher, ils vont en fait avoir... En fait, l'angle au sommet ici va avoir tendance à tendre vers 0. D'accord? Donc mes droites vont finir par devenir... Alors, confondues si jamais
qui regarde, mais en fait parallèle. D'accord? Vous voyez qu'ici, je peux faire littéralement la même chose, mais cette fois, c'est mon point ici, il va falloir que je l'amène de l'autre côté. Et donc, vous voyez que là, il y a un truc qui est extrêmement particulier en optique, c'est qu'il y a un cas limite, déjà. C'est qu'un faisceau convergent qui converge vers un point à l'infini là-bas, ou un faisceau divergent qui part d'un point à l'infini là-bas, ça va donner exactement le même résultat. Si vous regardez le truc là au milieu, vous ne savez pas trop. Ça, c'est très intéressant. Vous avez peut-être déjà eu cette conversation un jour philosophique. Est-ce que des droites parallèles se coupent? Non, mais un peu en l'infini quand même. D'accord? Donc elles ne se coupent jamais, mais parce que l'infini c'est loin, mais très loin. Mais vous avez peut-être déjà entendu cette phrase-là qui dit que des droites parallèles se coupent en l'infini. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. En fait, vous pouvez construire un modèle de droite parallèle en disant qu'en fait, c'est un faisceau convergent dont le point de convergence est à l'infini. Et ça vous donne des droites parallèles. Vous voyez la logique d'esprit dans cette histoire. Bien sûr, c'est un nouveau modèle, parce qu'on ne verra pas un point de convergence à l'infini, puisque vous ne pouvez pas atteindre l'infini. On est d'accord là-dessus? Par contre, aussi loin que vous alliez, vous ne trouverez jamais un point de convergence. De là à dire que les droites parallèles ne se coupent jamais, bah, c'est évident, vu qu'il n'y a aucun point de l'espace réel dans lequel machin, mais est-ce qu'elles se coupent en l'infini? Ça ne pose pas de problème, ça marche. Aussi. Vu que l'infini n'appartient pas à l'espace réel, observable. Enfin, la parenthèse, enfin, c'est pas une parenthèse, c'est important. Et donc, en gros, ça nous permet de définir un dernier concept qui est extrêmement important, qu'on appelle le faisceau parallèle. Un faisceau parallèle, c'est tout simplement un faisceau où tous les rayons, en interne, sont parallèles entre eux. Voilà. Donc, le troisième point, c'est les faisceaux parallèles où les rayons sont parallèles entre eux. D'accord? Donc ce modèle, il ne sort pas de nulle part, hein. C'est vraiment une histoire de jouer avec l'infini. Donc voilà à quoi ressemble un faisceau parallèle. Bon, tranquillement mais sûrement. Et toute la conversion qu'on vient d'avoir là arrive dans le théorème dont j'ai besoin maintenant. On va reprendre la remarque de votre camarade tout à l'heure, qui disait, donc ça veut dire que n'importe quelle source, si elle est ponctuelle, elle émet un faisceau divergent. Ça, je pense que j'ai à peine besoin de l'écrire. C'est dans la définition même de la source ponctuelle. On est d'accord? C'est un point, elle émet de la lumière partout, donc les rayons qui partent de la source se coupent tous dans le même point, c'est dans la définition. Mais si jamais cette source ponctuelle est infiniment loin, pour un observateur donné, il va voir en fait un faisceau parallèle. Donc en gros, une source ponctuelle située à l'infini pour un observateur va être perçue par cet observateur comme un faisceau parallèle. Ce faisceau parallèle, c'est les rayons extrêmes de mon objet dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Vous allez voir ça arriver. En fait, en gros, ce que je suis en train de raconter là, c'est que même si ma pupille n'est pas considérée comme ponctuelle, vu la taille de ma pupille, tous les rayons vont sembler venir de la même direction, parce que le changement de direction entre le haut de ma pupille et le bas de ma pupille, et je parle même de ça pour un télescope, le changement de direction entre le haut de mon télescope et le bas du télescope, pour un point à l'infini, ça va être ridiculement négligeable. Et donc tout se passe comme si les rayons arrivaient parallèles pour mon objet d'observation. Et là je parle bien sûr de la pupille, mais je parle aussi d'un télescope, et y compris d'un télescope éclaté. Alors, les plus gros télescopes ont des ouvertures de 15 ou 20 mètres de diamètre. C'est gros, c'est une belle bête quand même, hein. D'accord? 15 mètres de diamètre, c'est pas rien quand même. Sauf que vu la distance Terre-Lune, 15 mètres, bon, on s'en fout un peu en fait. Je rappelle que c'est 340 000 km à peu près. 15 mètres, il faut à ça près. D'accord? Alors, petite remarque, vu la taille de votre pupille, l'infini pour vous, enfin pour moi aussi par ailleurs, on est foutu pareil, c'est genre 3 mètres. Enfin, bah normal, hein. Notre pupille c'est quelques millimètres, donc 3 mètres c'est super long en fait. Ça fait juste 1000 fois plus. Donc en gros, pour un œil humain normal, sans équipement particulier, l'infini c'est genre là quoi. Je suis déjà à l'infini quoi. Pour la majorité d'entre vous. Voilà. Donc on est parti, et ça c'est le truc le plus important de ce cours. D'accord? Si vous avez compris cette histoire-là. Donc, un faisceau parallèle modélise
l'émission d'une source ponctuelle à l'infini vue par un observateur. Et cet observateur, cette fois, n'est plus nécessairement ponctuel, d'accord? Non ponctuel, pour le coup. Autrement dit, et ça c'est vraiment peut-être le schéma que je veux que vous, sur lequel je veux que vous réfléchissiez plus, je t'écoute. On va, ah justement, alors je vais faire le dessin, donc tu m'as spoilé mon effet là, mais c'est pas grave, on va le faire. Si je reprends mon dessin de tout à l'heure, d'accord? Donc vous vous souvenez, j'avais mon observateur ici, d'accord, qui se baladait là, et j'avais le point extrême là qui émettait des rayons dans toutes les directions, ok? Et ce point extrême en bas qui émettait des rayons dans toutes les directions. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors là maintenant, on peut faire un espèce de dessin un peu plus rigolo. Imaginons que mon observateur, cette fois, ne soit plus ponctuel, d'accord? Qu'il ait une épaisseur, un diamètre de télescope, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme rayon? Extrême. Il va recevoir, bien entendu, ce rayon-là et ce rayon-là, d'accord? On est au clair? Et en extrémité inférieure, il va recevoir ce rayon-là et ce rayon-là. Donc, si mon objet est très près de mon observateur, là, c'est ce que je suis en train de dessiner, vous voyez que grosso modo, il va recevoir des angles différents en fonction de la position sur l'observateur. Mais maintenant, imaginons que mon objet, bon, je ne l'ai pas dessiné, ça fait pas mal, imaginons que mon objet, je l'envoie à l'infini. On est d'accord? Ce faisceau bleu-là, qui est un faisceau divergent, va devenir un faisceau parallèle. Autrement dit, vous allez pouvoir négliger l'angle qu'il y a entre ces deux trucs-là, et pareil pour le faisceau en bas. Donc, si l'objet part à l'infini, d'accord, et que je m'intéresse à cette zone-là, alors bien entendu, comme il est à l'infini, je ne peux plus représenter l'objet, puisque c'est trop grand, mais je peux m'intéresser à ce qui se passe sur cette zone-là, mon point O là. D'accord? Donc ce truc-là, là, c'est ça, je fais un petit zoom sur mon observateur. Eh bien, en fait, il va recevoir la lumière bleue. Comme mon objet est à l'infini, mon faisceau bleu va être un faisceau parallèle. Et donc, on est d'accord qu'il n'y a pas d'angle entre ces deux objets. Ok? Et de l'autre côté, il va recevoir ça et ça. Et puis, je peux en représenter plein des rayons pour faire mon faisceau parallèle. C'est pas la question, hein. Je peux en faire plein comme ça. Plein de bleu et plein de orange. Il est où le diamètre angulaire? Il est juste partout, quasiment. Ouais, le diamètre angulaire, par exemple, il est là. Mais il est aussi ici. Il est aussi ici. Puisque tous les rayons orange sont parallèles entre eux et que tous les rayons bleus sont parallèles entre eux, dès que vous avez une intersection entre un rayon orange et un rayon bleu, ils forment le même angle. On est d'accord? Et donc en fait, ça là, c'est la description d'un objet à l'infini. D'un objet de diamètre angulaire alpha à l'infini. Si je vous demande donc de représenter ce que voit un observateur d'un objet de diamètre angulaire alpha à l'infini, c'est ça qu'il voit. Il voit en fait une infinité de faisceaux. Là, vous voyez que j'en ai représenté que 2, des faisceaux parallèles. Mais en fait, vous êtes conscient qu'il y en a une infinité. Il y a tous ceux qui sont au milieu. Il y a celui en particulier qui vient comme ça. D'accord? En fait, qui serait issu de n'importe quel point de l'objet entre les deux points extrêmes. D'accord? On pourrait en dessiner un de plus, hein, s'il y a que ça, d'accord? Un qui est comme ça, il viendrait un peu comme ça. Et en fait, l'angle entre ces deux faisceaux, c'est le diamètre angulaire. Et ça, c'est hyper sympa parce que ça va nous permettre de nous placer uniquement du point de vue de l'observateur et de balancer des objets à l'infini en manipulant des concepts hyper simples du genre des trucs parallèles, des machins, des angles petits. On est hyper content de ce qui se passe. D'accord? Tout en conservant une description relativement correcte du problème. Petite remarque, je vous l'ai dit avec des ordres de grandeur, dès que vous regardez un objet à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres de vous, vous êtes en train de regarder un objet à l'infini. D'accord? Donc ça va très vite comme approximation légitime. Oui. Mais là, l'objet, il est pas à l'infini. Si l'objet est à l'infini, sinon,
ces faisceaux-là, ces rayons-là seraient pas parallèles. Ça, c'est pas l'objet, hein, c'est l'observateur. L'objet, c'est ça, il est là-bas. Ça, c'est l'observateur, d'accord? C'est un zoom là-dessus. En mettant l'objet à l'infini, d'accord? Ça, je répète, hein, c'est l'observateur. Ce truc-là, c'est le truc que j'ai représenté là en zoom, d'accord? On est au clair là-dessus? Bien. Il me manque une ultime définition avant de vous mettre en pause, parce que quand même vous allez bien me voir. Je peux parler plus fort, c'est pas grave. En fait, vous savez qu'un rayon lumineux peut rencontrer par exemple un obstacle, entre un miroir par exemple, ou un objet diffusant, quelque chose comme ça. Donc en fait, bien sûr, là j'ai fait que des dessins. Déjà dans mes dessins, mes rayons sont des demi-droites, mais en fait, vous voyez que déjà ici c'est un segment. Vous voyez? Parce que ce rayon-là, il n'a pas de continuité de l'autre côté. Et puis, il s'arrête parce qu'il est manifestement capté par quelqu'un. D'accord? Donc, en général, en fait, un rayon lumineux, il n'a pas une extension spatiale infinie. C'est juste un segment ou, au maximum, une demi-droite. Et donc, il nous faut un concept supplémentaire qui est, en fait, le nom de la droite qui porte le segment. En fait, ce qu'on va appeler la direction du rayon lumineux. D'accord? Et ça, je vais lui donner un nom, ça s'appelle la porteuse. D'accord? Donc ça, c'est un concept qu'on utilisera extrêmement souvent après. Donc, on est parti. Enfin, on appelle porteuse d'un rayon lumineux la droite le prolongeant. Donc je sais pas, en maths on dit la droite associée à la demi-droite ou un truc comme ça. La droite associée au segment, je ne sais pas si c'est un nom spécifique ce truc-là. Vous voyez que c'est un concept géométrique assez simple. Prenez les segments AB, vous prenez la droite AB, c'est la même. Donc dans le principe, c'est pas compliqué. Imaginez que votre rayon lumineux arrive là, puis qu'il, je sais pas, il y a un mur ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça c'est la partie rayon. Et puis en fait la porteuse, c'est tout ça. Ça c'est la porteuse. Donc c'est la droite qu'il y aurait, c'est là où il y aurait le rayon s'il n'y avait pas d'obstacle ou quoi que ce soit d'autre. Ouais. Dans le sens de la demi-droite. C'est pas orienté la porteuse, c'est vraiment une droite. C'est la même dans l'autre sens. C'est la même dans l'autre sens, c'est infini, et d'ailleurs la porteuse existe aussi ici. Hein. La porteuse elle est partout, et il y a juste un endroit particulier du rayon, de la porteuse, pardon, où il y a de la lumière effectivement. Ce qu'il faut retenir, c'est que là où il y a un trait plein, il y a de la lumière. Là où il y a un trait pointillé, il n'y a pas de lumière. Autrement dit, si vous mettez un objet diffusant ici, vous allez voir quelque chose. Si vous mettez un objet diffusant là, vous verrez rien. Voilà, c'est un concept dont on aura besoin extrêmement souvent. Superbe. Parfait.